Pour moi, tout commence là, au Havre, par un effet de manche. Manche comme ce morceau d'Atlantique coincé entre la France et l'Angleterre, qui passe du vert profond au vif argent, du velours soyeux au marbre lisse, et dont mes yeux ne se sont jamais lassés. Sans doute parce que ce spectacle est la première chose sauvage qu'ils ont contemplée, à peine ouvert sur la vie. Et j'espère qu'il sera au rendez-vous le jour de ma mort, ceci alors presque fermé, des vagues à perte de vue, gonflant, grondant, roulant leur houle crétée d'écume jusqu'à l'infini. La mer donc, tout juste sortie du ventre de la mienne. Mer, M-E-R-E, mer, M-E-R, le jeu de mots a été fait 1000 fois, eh bien ça fera une 1001e, et qu'importe, pour moi, les deux se confondent parce que je suis né au Havre, la ville de béton où le vent a le goût du sel. Le Havre, longtemps mal aimé, décrié, maudite avant d'être à la page, et d'où, depuis l'enfance, je vois passer à l'horizon sur la mer jamais bleue, toujours lourde, sous le ciel changeant constamment de couleur et d'apparence, on comprend pourquoi l'impressionnisme est né là. Le défilé des cargos, au bout des deux digues terminées chacune par un phare. L'un dispense une lumière verte, l'autre une lumière rouge. Ils dialoguent et leur clignotement alternatif est un langage secret dans la nuit noire. Secret et accueillant. Entre ces digues, bras ouverts sur la mer, les bateaux viennent se glisser, se reposer tendrement, enfin, à bon port. J'ai une théorie sur le Havre. Et ma théorie, c'est qu'on ne naît pas dans un port comme on naît dans une vallée de montagne, en plaine, ou près d'une rivière entourée d'arbres. La proximité avec les vagues vous engage pour le reste de votre vie. Et pas seulement parce que vous avez l'impression d'avoir un peu plus d'iode que les autres dans le sang, et que celle-ci, comme la limaille de fer, se précipite pour embrasser l'aimant, vous attirera toujours avec une force irrésistible vers les océans où qu'ils soient. Avoir tous les jours l'horizon en ligne de mire, ça vous le rapproche. Et vous n'avez plus qu'à plisser les yeux pour deviner de l'autre côté, tout là-bas, la ligne des gratte-ciel de New York, les délicieux crabes des neiges de Saint-Pierre-et-Miquelon, le sable chaud et le parfum du bon café de Carthagène. Et puis, il y a ce nom, le Havre de grâce, le Havre refuge, qui vous rassure quand vous êtes loin et qui vous rappelle que vous aurez beau partir, quelqu'un sera toujours là pour vous attendre, debout comme les phares des deux digues qui clignotent, lumineux dans la nuit si noire de l'époque. C'est mon grand-oncle qui raconte, Louis, dit Loulou, le beau-frère de mon grand-père André. Lui, il a navigué, et pas qu'un peu, 2 tours du monde, des tas de Paris-New York, absent pendant des mois. Ma mère, alors petite fille, puis adolescente, se souvient encore des cadeaux qu'il lui faisait en rentrant, dont son premier jean rapporté des États-Unis, fierté. Louis était imprimeur sur les paquebots de la Transat, comme on disait, la Compagnie Générale Transatlantique. Sur le Colombie, sur le Flandre, sur l'Antille, ce dernier finissant par sombrer après avoir heurté un récif du côté de l'île Moustique, dans la mer dont il portait le nom. Les noms prédestinent, même ceux des bateaux, surtout ceux du bateau. Le France, il fut sa gloire et il fut sa honte. Louis a navigué sur le France pendant des années. Louis est un gars du Havre, lui aussi. D'une famille bretonne arrivée en Normandie, comme celle de mon grand-père. Louis est grand, je l'ai toujours trouvé d'une élégance rare dans ses vestes de cuir, ses pantalons de velours. Je l'appelle un dimanche matin. Il y a bien longtemps que je ne l'ai vu, mais la veille, je suis allé au musée de la Marine et j'ai pensé à lui en contemplant une chaise longue. Elle était étendue comme une diva sous sa vitrine,
C'était l'un de ces fameux transats, abréviation de transatlantique, qui faisait la fierté des ponts promenades du France. Il y avait quelques documents aussi sous les vitrines, issus de ce paquebot qui fut longtemps le plus long, le plus rapide du monde, avec ses 314 mètres et ses 31 nœuds. Port d'attache, Le Havre. Parmi les reliques, des numéros de l'Atlantique, le journal quotidien du bateau, que l'imprimerie, logée à bord, sortait tous les jours pour le distribuer aux passagers, avec les dernières nouvelles du monde. Sous les vitrines, j'ai lu aussi des programmes de la journée, du petit déjeuner dans les salles à manger Chambord et Versailles de 8h à 9h30, au tir aux pigeons sur le pont des embarcations à 11h. Entre 14h et 17h, le commandant vous invite à visiter la passerelle, entrée sur le pont des embarcations à bâbord. Et à 15h, démonstration de plongée sous-marine par Louis Morin et Roland Gandon à la piscine arrière, pont supérieur. C'est Louis qui imprimait tout ça, parmi d'autres choses encore. Tout ce qui avait besoin de s'ancrer par des mots à bord de ce champion des mers. Louis ne m'a jamais vraiment raconté sa vie à bord, je ne lui ai pas demandé. Et c'est ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, rassemblant dans ma tête les reliques de ce qui semble un âge d'or, un âge où on respectait le temps. Pour New York, c'était 9 jours, aller-retour. Les Antilles, 23. Et c'est ce qu'il me raconte en cette matinée au téléphone, luttant contre la maladie transmise par l'amiante qui floquait les plafonds des cabines de l'Antille, juste au-dessus de la couchette où il dormait. Louis me décrit l'atmosphère de ces paquebots qui sillonnaient les mers dans les années 60, son premier tour du monde, 101 jours à bord, et puis les traversées de l'Atlantique sur le France, à imprimer les menus en français, en anglais, et le journal. Parce qu'on faisait le journal, me dit Louis, en français, en anglais, avec les textes et les photos qu'on recevait tous les jours de Paris par téléscripteur. Il y avait toujours une page consacrée aux films qui passaient à bord et puis une publicité pour les Galeries Lafayette et le fameux coiffeur Alexandre. Alexandre de Paris qui parsema de diamants le chignon de Jackie Kennedy et qui créa la coiffure d'Elizabeth Taylor dans Cléopâtre. Cocteau, qui dessina le logo de ce génie des cheveux, le surnommait le Sphinx. Louis m'évoque les machines, les Heidelberg, me parle d'offset, de linotype, de Bellino, du parfum de l'encre, des plaques, du composteur et des photos qui séchaient sur des étendoirs dans le laboratoire. De la mer, évidemment, qu'il voyait par le hublot quand il travaillait, mais ça c'était sur l'Antille et pas sur le France. Et puis du jour de tempête où la mer s'est invitée par paquet dans la pièce de 6 mètres sur 3. Il regrette de ne pas avoir pris de notes. C'est toujours comme ça, tu sais, quand tu as 30 ans, 35 ans, tu fais ton boulot de 5h du matin jusqu'à midi, puis de 14h30 à 19h, tu vas te reposer ou préparer le journal qui est arrivé, et puis tu penses pas. Son père naviguait aussi, il était ébéniste sur les paquebots, mais c'est avec son oncle imprimeur que Louis a d'abord pris la mer sur le Colombie. Alors il me raconte sa première tempête, la nausée, l'oncle et son neveu qui vomissent dans le lavabo, le Bosco qui passe et qui, les voyant, revient quelques minutes après avec 2 petits ponches bien serrés et 10 minutes après, tu vois, on dormait totalement insensible au roulis. J'interroge évidemment sur la première fois qu'il a vu New York depuis la mer parce que je fantasme ça. Quitter le Havre, voir disparaître la tour de l'église Saint-Joseph, ce phare de béton, c'est notre gratte-ciel. Et puis après des jours sur le plat de la mer, plus ou moins plat d'ailleurs, apercevoir enfin du vertical à l'horizon, la skyline de Manhattan, les silhouettes de l'Empire State et puis du Chrysler Building. Tu sais, tu passes sous le pont Verrazano et puis tu as la Statue de la Liberté, c'est grandiose. Louis se souvient de la foule, un véritable remue-ménage. Et il y avait ces douaniers qui démontaient les voitures, à même le quai. Il me parle de la ville, quadrillée par la circulation, avec toutes ces avenues dans un sens, entrecoupées par les rues. J'aimais bien New York, tu sais, on organisait notre travail et puis on pouvait quitter le navire. Ils étaient 5 imprimeurs, ils sortaient le matin, parfois le soir. Ils aimaient bien aller à Times Square, manger un petit pain baisette, comme ils disaient, c'est-à-dire un hot dog, avec une bière. Au Radio City Music Hall, il avait vu se produire un cirque. Il adorait Greenwich Village. Il me dit Greenwich Village.
Ça me fait drôle de l'entendre prononcer ces noms qui me semblent reprendre soudain un éclat magique. Hong Kong, il en parle comme d'une fourmilière. Haïti, ça l'a marqué, mais plutôt au fer rouge. Il y avait les tontons macoutes qui viraient les malheureux de la rue pour pas choquer les passagers. De Tahiti, il retient pas grand-chose. Tu sais, on est resté une journée, puis à part les danseuses avec leurs colliers de fleurs, ce qu'il a préféré, le sud de l'Australie. Les imprimeurs ont un carré pour eux. Ils sont servis par un postal, un garçon d'équipage. Est-ce qu'il a aimé cette vie? Il en a en tout cas de grands souvenirs. Un jour, Uderzo et Goscinny sont à bord du France. Ils ont voulu voir l'imprimerie. On leur a proposé de venir prendre l'apéro. On a servi des punchs. C'était vraiment sympa. On rigolait. Puis Uderzo a pris une feuille de papier, un crayon. Il a dessiné Astérix en train de graver une pierre. Sur la pierre, il a mis le nom du journal, l'Atlantique. En latin, ça devenait Atlanticum. Alors on l'a mis sur une plaque photo, on a tiré le dessin, puis ça nous a fait un souvenir. Astérix résistait aux Romains. L'équipage du France s'opposa à l'État. Giscard avait promis pendant sa campagne en 1974 d'assurer l'avenir de ce fleuron du luxe à la française, menacé par la crise du pétrole et la concurrence de l'avion. Après l'élection, pourtant, il lui coupe les vivres. Le désarmement est annoncé. L'avenir de tous les travailleurs du France, très compromis. De retour de New York, le 11 septembre 1974, la mutinerie a lieu, alors que le Havre est en vue. Les passagers sont encore au dîner quand la salle des machines est occupée. À la passerelle, le commandant est encerclé par les rebelles et se voit prier par leur chef, Marcel Rollin, un ancien des commandants Kiefer, qui était du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, de mettre le cap vers l'entrée du plus grand port de France. Ils veulent en faire le blocus. Les 1266 passagers sont débarqués en toute sécurité et sur le ferry qui les emmène au port, ils entonnent, solidaires des marins, la célèbre chanson « Ce n'est qu'un au revoir ». La croisière ne s'amuse plus, ce sera le plus long conflit social de l'histoire de la marine marchande. On avait jeté l'ancre entre la bouée 12 et la bouée 13, me dit Louis. On voyait Saint-Joseph. J'apercevais même ma maison, rue des Bergeronnettes, à Applemont. Depuis les hauteurs du Havre, sa femme, Reine, dite Rainette, est descendue pour aller l'accueillir, comme elle faisait toujours à chaque fois qu'il revenait. Je demande à lui parler, à Rainette. Tu sais, on nous a juste dit qu'il ne débarquait pas. Le choc. Ça va durer des semaines. De chez elle, elle voit le bateau aux 2 cheminées rouges et noires où son mari tient bon. Ils sont ravitaillés par la mairie du Havre, alors communiste. Même pendant la grève, on sortait le journal, me dit Louis. On y incorporait tous les télégrammes d'encouragement qu'on recevait depuis la Terre. On avait rebaptisé le quotidien « France en rade ». Une tempête est annoncée. On a quitté le chenal du Havre et on est allé mettre le bateau à l'abri vers le Cotentin, à Saint-Val-à-Hougue. C'était le 24 septembre. La marine nationale empêche tout navire de s'approcher du France. Mais on est ravitaillé en patates, en huîtres et en vin par un chalutier local, bien nommé Credo in Deum. Mais l'espérance ne dure pas face à l'inflexibilité du gouvernement. Le retour au Havre est voté le 9 octobre. Les derniers grévistes ne quitteront le paquebot que le 8 décembre. Il restera 4 ans amarré au canal maritime central, rebaptisé Quai de l'Oubli. Mes parents m'y ont emmené, c'est ce qu'ils me disent, mais l'oubli m'a contaminé. Passant comme une vieille gloire de mains en main, celle d'hommes d'affaires qui ne la désireront pas assez longtemps, le France, rebaptisé Norway, puis Blue Lady, finira après quelques voyages par être dépecé par des ferrailleurs indiens dans les tristement célèbres chantiers d'Alang. Mis au rebut, me dit Louis. Acquis aux enchères en 2017, pointe désormais à l'entrée du port du Havre le bout du nez de son étrave. Ce n'est pas celui de Cléopâtre,
Et pas sûr que s'il eût été plus court, la face de l'histoire en eût été changée. L'estran. L'estran me fascine. Déjà le nom. Dans estran, il y a le début d'étranger. L'estran, c'est ce qu'on voit de la mer quand elle s'est retirée. La machinerie derrière le décor. Son sol, son humus, normalement invisible à l'œil nu, sauf les jours de grande clarté de l'eau, se révèle. C'est une surface humide, faite de sable et de rochers, pleine de parfums violents, salins, où la vie, l'insolite et l'archaïque explosent. C'est comme un recommencement du monde. Un dévoilement éphémère, quelques heures seulement, de la vie secrète qui sera toujours, jusqu'à la fin des temps, à l'œuvre dans les territoires qui étaient là bien avant les hommes. C'est le royaume de mon père. J'ai 6 ans. Les jours de grande marée, nous partons la nuit, bien avant l'aube, en voiture. Les phares trouent l'obscurité, nous roulons vers le lieu dit du fond du Val. Le fond du Val. Ça se tient au bord du monde, au bout des champs de maïs ou de blé, selon les saisons. La haute falaise de craie et de silex, juste au bout. 100 mètres plus bas, c'est un autre champ. Un champ de galets, de sable et de rochers tapissés d'algues. Et puis, la mer. On descend par une brèche, dans la muraille calcaire. On appelle ça une valeuse. C'est un chemin sinueux, vert, qui l'été foisonne de bruyères et de mûriers sauvages. On en cueille les fruits. Ma mère en fait de goûteuses confitures qui ont la couleur des rubis. Quand nous arrivons en bas, le jour s'est levé, mon père, tel un géant, s'emploie à soulever les lourdes roches, les mains protégées par des gants épais, l'une tenant la pierre, l'autre glissée dessous pour attraper l'animal surpris par l'ébranlement de son habitat. Des tourteaux gros comme 2 poings, à la carapace robuste, 2 fois plus longue que large, festonnés de lobes réguliers comme si on avait soudé le dessus et le dessous de cette armure naturelle. On les appelle aussi crabes dormeurs et il faut se méfier du crabe qui dort. D'autant que les tourteaux ressemblent à des bodybuilders, avec leurs 8 pattes grêles soutenant cet énorme thorax prolongé par 2 énormes pinces. Elles semblent dessiner des biceps gonflés à la fonte. Sous ces rochers plats, couverts d'algues, de littorines, de gibules, de balanes, de patelles à chapeau chinois, d'anémones brunes à la texture froide, courent aussi les cousines des tourteaux. Les agiles étrilles, aux yeux rouges, aux pattes à rayures bleues et parfois des congres. Des serpents de mer très agressifs, capables de vous infliger de sévères morsures. Mon père prend toujours soin de replacer les roches au bon endroit et dans le bon sens pour ne pas, dit-il, perturber l'écosystème. Il s'éloigne, s'affaire dans 50 cm d'eau. Elle recouvre ses bottes très hautes. De mon côté, je marche sur l'estran. J'ai 6 ans et j'observe ces paysages où les rochers et leurs chevelures d'algues qui émergent de mares d'eau salée, qui se déploient entre des bancs de sable gris foncé, trempés, ridés de micro-dunes, ont des airs d'archipel en miniature. Des étoiles de mer somnolent au fond des flaques, les vers ne se laissent pas voir mais ne dissimulent pas les traces de leur passage. Ce sont des cratères de quelques centimètres et puis il y a ces tortillons de sable digérés, épurés de ses précieux nutriments. La mer se fait entendre mais au loin. C'est une respiration puissante. Mais l'estran est plein d'autres bruits, moins grondants, plus subtils. C'est toute une vie qui s'exprime ici. Des cliquetis indéchiffrables, le son de cascades infimes
qui dévalent leur eau salée entre les bosses de rochers où se tapissent des blennies, des vives piquantes, des crevettes imprévisibles que j'essaie, moi j'ai 6 ans, de capturer avec mon épuisette. C'est un monde de pinces, d'écailles et d'antennes, de carapaces greffées d'yeux très mobiles, de déplacements baroques. C'est un monde aqueux, glauque, froid, saturé de parfums puissants, salés. C'est étrange, c'est presque extraterrestre, c'est un peu inquiétant, mais c'est fascinant comme un interdit. Parce que c'est le seuil, c'est l'orée du ventre de la mer. En latin, rivage se dit limen. C'est proche de limes qui a donné limite. Et c'est tout un petit peuple de liménologues, parmi lesquels la sœur de ma grand-mère paternelle, son mari aussi, qui repart de l'estran, leur prélèvement effectué, à l'assaut de la masse de calcaire et de silex que représente la falaise, remontant vers le haut, après cette plongée sans bouteille vers les abysses, un temps dévoilé. Le saut où mon père plonge ses prises, et qu'il tient un bout de bras et trille et tourteau pêle-mêle, entrelaçant leurs pinces, se montant les uns sur les autres sur un matelas d'algues, vertes, brunes, griffant le plastique, semble agité d'une vie propre. Nous sommes partis de la maison à jeun, ou presque, et le petit déjeuner, après la longue marche, et le froid, l'eau au fond des bottes, eh bien, il se fait attendre le petit déjeuner. À la maison, ma mère est déjà au fourneau, elle est en peignoir. Il y a une grande cocotte minute posée sur le feu. Elle ne tarde pas à frissonner sous l'eau bouillante, relevée de thym et de laurier. Les petits monstres de l'estran y sont plongés. Ils s'y ébattent dans une dernière rébellion de vie. La mort est rapide, saisissante. Leur parfum salé monte dans la cuisine, se mêlant à celui du lait chaud, du chocolat, des tartines beurrées, des confitures. C'est un choc olfactif et je n'ai jamais oublié ce sel marin qui s'invite au milieu du sucre, ni la teinte rouge vif que prennent les carapaces une fois sortis de ce dernier bain. Oubliez les filles poissons au sein nu et aux hanches à écailles, aux chevelures où s'en mêlent les coquillages et les perles marines. Oubliez la candeur de la petite sirène d'Andersen, la volupté années 80 de Daryl Hannah dans Splash, ou les versions adolescentes contemporaines, telles les Sirènes de Mako, une série très aimée de ma fille. 3 copines serveuses dans un bar de la Marina de Sydney qui doivent accomplir leur travail sans jamais entrer en contact avec l'élément liquide, sous peine de trahir leur identité de sirène, en quoi elles risquent de se métamorphoser à la moindre éclaboussure. Oui, oubliez tout ça. La véritable sirène, celle des origines, n'a vraiment rien de gentil ni de voluptueux. Ce qui ne la rend pas moins fascinante, bien au contraire. La sirène tient d'abord plus de l'oiseau que du poisson, comme nous le montrent les peintures qui ornent les vases grecs. L'un des plus beaux d'entre eux, visible au British Museum, représente une sirène plongeant en piqué depuis le ciel en direction du héros Ulysse, enchaîné à son mât, tandis que les 2 autres, perchés sur des rochers, regardent. C'est le fameux épisode de l'Odyssée, au chant 12, dans lequel Ulysse suit mot à mot les conseils que lui a donnés la magicienne Circé, dont il a fait son amante, elle en a fait son amant, et désormais elle lui veut du bien. Tu arriveras d'abord chez les sirènes, dont la voix charme tout homme qui vient vers elles. Si quelqu'un les approche sans être averti et les entend, jamais sa femme et ses enfants ne se réuniront près de lui, ni ne fêteront son retour. Le chant harmonieux des sirènes le captive.
Elles vivent dans une prairie, et tout le rivage dans le coin est rempli des ossements des corps qui se décomposent. Sur leur peau, la peau se dessèche. Passe sans t'arrêter. Pétris une cire douce comme le miel, et avec bouche les oreilles de tes compagnons pour qu'aucun d'entre eux ne puisse entendre. Toi-même écoute, si tu le souhaites, mais qu'on te lie d'abord sur ton vaisseau rapide, les mains et les pieds au mât, debout, par des cordes. Le chant des sirènes est ainsi décrit comme un poison sonore. L'écouter, c'est s'exposer à une mort certaine. Un point d'étymologie s'impose. L'origine du nom sirène est obscure et donne lieu à plusieurs interprétations. Il y a ceux qui le rapprochent du mot seirios, qui signifie ardent, brûlant, desséchant. La sirène serait donc associée à ces grandes chaleurs qui peuvent surprendre le marin quand le vent tombe. Sur une mer au calme plat, ses voiles devenues inutiles, son vaisseau désormais immobile, le voilà pris au piège de ce territoire liquide, hostile, infini. Brûlé par les rayons du soleil au zénith, sa cervelle bouillonne en proie aux illusions ou au désespoir. Il encourt alors un danger mortel, peut entendre des voix et avoir envie de se jeter à l'eau. Notons d'ailleurs que dans l'Odyssée, le vent, en effet, cesse brusquement de souffler dès qu'Ulysse et ses compagnons arrivent à proximité de l'île des Sirènes. Soudain, la brise tombe. Un calme sans haleine s'établit sur les flots qu'un dieu vient endormir. Il y a ceux qui rapprochent le nom sirène de Seira, qui signifie la corde, le lasso. Les sirènes seraient de façon métaphorique celles qui attrapent les marins malgré eux, le lien étant ce chant suffisamment séduisant pour qu'un marin n'ait d'autre choix que de l'écouter. Mais quelle sorte de chant ? C'est la suite du texte qui donne la réponse. Encore faut-il le lire très attentivement, c'est-à-dire écouter vraiment les sirènes. Et voici ce qu'elles disent. À Ulysse, toutes oui, mais invulnérable, car attaché à son mât. Allons, viens ici, Ulysse, tant vanté, gloire illustre des Achéens, arrête ton vaisseau pour écouter notre voix. Jamais nul encore ne vint par ici sur un vaisseau noir, sans avoir entendu la voix au doux son qui sort de nos lèvres. On s'en va charmé et plus savant, car nous savons tout ce que dans la vaste Troade souffrirent Argiens et Troyens par la volonté des dieux, et nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Relisons attentivement. Celui qui a entendu leur chant, disent-elles, s'en va charmé et plus savant. Mais savant de quoi ? De tout. Car les sirènes savent tout. À la fois le passé, elles évoquent les maux endurés par les participants de la guerre de Troie, et le futur, tout ce qui arrive, disent-elles. Ce n'est donc pas seulement un chant mélodieux que les sirènes entonnent. C'est le chant qui sait tout. Ce que promettent à Ulysse les sirènes, en réalité, c'est la connaissance totale. Et qui osera prétendre que ce n'est pas, en effet, désirable. Ce qui est passionnant avec l'épisode des sirènes dans l'Odyssée, c'est que c'est pas ce qui est dit, c'est tout ce qui n'est pas dit. C'est ce qu'on doit déduire. Attaché à son mât, Ulysse a donc tout entendu du chant des sirènes. Homère ne nous dit pas quoi, mais il nous laisse imaginer. En entendant ce chant, Ulysse a été initié à ce savoir total, ce qui explique d'ailleurs peut-être la façon dont il s'est admirablement tiré des épreuves qui ont suivi, sa clairvoyance,
notamment le retour à Ithaque et l'affrontement crucial avec les prétendants. Bien sûr, il y a l'aide d'Athéna, mais j'aime à penser qu'il y a eu ce savoir, et que ce savoir total, il l'a légué à son fils, à Télémaque. Le chant des sirènes, c'est donc l'image la plus puissante qu'on ait jamais forgée pour dire le plaisir que procure l'acquisition de nouvelles connaissances, ce que les théologiens appelleront la libido sciendi, le désir de savoir. Attention quand même, l'enseignement des sirènes est mortel, puisque l'ayant reçu, on meurt sans jamais revoir les siens, après avoir fait aux femmes oiseaux l'offrande de ses os. Que veut nous dire Homère? Pourquoi ces sirènes sont-elles dangereuses au fond si elles ne transmettent que le savoir? Parce que savoir serait dangereux? Homère ne le dit pas. Il s'arrête là, il nous force à réfléchir. Où habitent les sirènes? Il y a plusieurs hypothèses. Parmi celles-ci, il y a l'actuelle Italie, plus précisément un archipel, les îles Galli, au large de Positano, sur la côte amalfitaine. 3 crocs qui percent la mer et dont la légende veut qu'ils aient été jadis la demeure des sirènes, d'où leur surnom d'îles Sirénuses. Elles ont passionné le danseur Rudolf Nureyev et avant lui les auteurs de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Il leur consacre un article à ces îles. C'est ce que j'ai découvert pendant que j'écrivais Croire au merveilleux, où je suis passé par les îles Galli. Et voici ce qu'on lit à l'article Sirénuse dans l'encyclopédie. Les anciens les appelaient Sirénuses, ou les îles de Cyrène, parce que Parthénope, Ligée et Leucosie, 3 fameuses courtisanes, les avaient habitées. Ces femmes avaient toute la beauté, toutes les grâces, tous les agréments imaginables. Leur voix était belle, mélodieuse. C'était aussi par tous ces artifices et surtout par leur chant qu'elles charmaient ceux qui passaient près de là. Les nautonniers, c'est-à-dire les marins en ancien français, les nautonniers qui n'étaient pas assez sur leur garde, se trouvaient tellement épris de curiosité qu'ils ne pouvaient s'empêcher de descendre dans cette île fatale où, après des plaisirs illicites, ils éprouvaient la dernière misère. C'est pour cela que les poètes ont feint qu'Ulysse, devant passer auprès de ces écueils, avait eu la sage précaution de boucher avec de la cire les oreilles de ses compagnons, pour qu'ils n'entendissent point la voix de ces trompeuses sirènes. Scoop. Selon Diderot et d'Alembert, qui le tiendraient de très anciens textes, Homère aurait inventé le fameux épisode d'Ulysse et des sirènes sous l'inspiration d'une histoire réelle mettant des marins en prise avec 3 fameuses courtisanes, visiblement très belles et très expertes. L'encyclopédie soulignant qu'elles étaient dotées de tous les agréments imaginables. Et pour ces plaisirs illicites, les marins auraient payé le prix fort, puisqu'ils se trouvent ensuite dans la dernière misère. Était-elle seulement ruineuse? Ou seulement irrésistible, les marins en tombant amoureux fous avant de dépérir? Parler de dernière misère est-il une façon élégante d'évoquer une maladie vénérienne, c'est-à-dire de Vénus, née de l'écume, contractée entre les cuisses de ces sirènes-là, qui, visiblement, étaient plus chairs que poissons? C'est ainsi que les hommes forgent leur mythe. Je suis fils de l'homme et de la femme, d'après ce qu'on m'a dit. Ça m'étonne. Je croyais être davantage. Au reste,
que m'importe d'où je viens. Moi, si cela avait pu dépendre de ma volonté, j'aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du requin. C'est signé Lautréamont, dans les champs de Maldoror. Tu n'aimes pas, moi j'adore, comme disait Jane Birkin. Le requin a mauvaise presse et ils sont trop peu encore ceux qui osent le défendre. La faute a une étymologie fantaisiste d'abord qui fait dériver le nom requin de requiem. Parce que quand vous en voyez un et que vous êtes à l'eau, il ne vous resterait plus qu'à prier pour votre âme. La faute à Spielberg et à ses dents de la mer. Qui en effet a oublié cette nageuse innocente, aspirée sous l'eau par le monstre sournois aux mâchoires abyssales. Et la musique oppressante qui accompagne chacune des apparitions glaçantes du squale. Contrairement à l'auteur du best-seller dont est tiré le film, Peter Benchley, qui a depuis longtemps fait amende honorable en reconnaissant avoir largement fantasmé, Spielberg, lui, n'avait jamais eu, jusqu'à très récemment, un mot de compassion pour les requins qu'il a jetés en pâture à la vengeance de l'homme pour des crimes bien exagérés. 70% de leur population décimée depuis les années 70 et 100 millions d'individus toujours massacrés chaque année. Oui, 100 millions. Contre 12 êtres humains tués en moyenne chaque année par des requins sur toutes les mers du globe. C'est évidemment 12 de trop. Mais à titre de comparaison, les chiens tuent 25 000 humains par an et personne ne songe à organiser des battues punitives contre nos compagnons à poil. Pas plus qu'on ne se met à paniquer lorsqu'on aperçoit un grille-pain dans une cuisine. Quel est le rapport ? Eh bien, les grille-pains tuent 700 êtres humains par an. Et encore, je ne parle pas des sodas. Mais revenons aux animaux, rien qu'aux animaux. Les éléphants comme les hippopotames tuent 500 personnes par an. Et pourtant, on va les voir en safari. Dumbo reste très populaire. Et on maudit les chasseurs d'ivoire. L'extermination des requins, elle, n'émeut presque personne. Délit sale gueule, évidemment. Et appétit pour son aileron qui vaut de l'or. Acheté aux pêcheurs à 80 centimes de dollars le kilo. Il sera revendu 500 $ sur les marchés asiatiques. On a même vu une nageoire de requin-baleine, le plus grand poisson sur la Terre. Un animal d'une rare placidité pourtant, se nourrissant exclusivement de plancton, atteindre la somme de 10 000 $. Seule l'économie de la drogue peut rivaliser en rentabilité avec ce business sanglant appelé le finning, du mot anglais fin, aileron. Sur quoi repose cette folie ? Sur une croyance. Cet appendice cartilagineux, consommé en soupe malgré son absence totale de saveur, garantirait force et longévité. Il guérirait panne sexuelle, cancer. Et longtemps, ces superstitions n'ont concerné que les élites, seules capables de s'offrir ce mets impérial. Mais le développement économique fulgurant de l'Asie y a multiplié les riches comme le Christ les pains. Les mâles, là-bas, sont de plus en plus nombreux à exiger leur Viagra naturel. J'ai fait l'autre jour un rêve que j'ai noté. Je l'ai intitulé « Le dernier requin de l'océan ». Comme il est le dernier de son espèce, il n'y en a plus d'autres. La valeur de son aileron, selon les lois de l'offre et de la demande, atteint des sommes astronomiques. Tous les hommes qui connaissent un tant soit peu la mer se lancent à sa poursuite, diligentés par les plus grandes fortunes du globe. Le dernier requin, c'est le trophée ultime. Alors on arme contre lui des flottes spectaculaires, équipées de drones dernier cri, de sonars dopés à l'intelligence artificielle qui ratissent les fonds pour le débusquer. À la fin, traqué, harcelé dans un océan surexploité devenu un désert, où rien ne peut plus l'abriter, où la moindre grotte a été dynamitée pour pêcher ce qui reste à pêcher, où la profondeur extrême ne garantit même plus l'inaccessibilité, le dernier requin de l'océan est localisé, capturé et tué. Scène suivante de mon rêve.
Les morceaux de ses ailerons flottent dans un bol de soupe, dans une porcelaine précieuse, qui doit remonter peut-être à l'époque Ming, très précieuse. La fumée qui s'en échappe masque le visage de l'homme, puis se dissipe. C'est Spielberg, et je me réveille en nage. Les requins survivront-ils à leur disparition annoncée? Le requin est, comme la baleine, la mémoire d'un temps où l'homme n'était même pas un projet. Un animal préhistorique, né parfait, avec un niveau d'évolution inouï. Il n'y a pas plus hydrodynamique que sa silhouette, pas plus précis ni affûté que ses sens. Capable de détecter une molécule d'hémoglobine dans des milliers de litres d'eau de mer, ou de percevoir les battements d'un cœur à plusieurs centaines de mètres par ses seules impulsions électriques. Le requin, c'est le seigneur du récif, le prédateur numéro 1, celui dont dépend l'équilibre de l'écosystème, où le fort mange le moins fort qui mange le moins fort que lui, et ainsi de suite. Il est le grand régulateur, celui qui maintient l'ordre souverain et immuable de la nature. Alors bien sûr, son œil semble mort, bien sûr, sa mâchoire est dantesque. Mais on peut se contenter de le regarder nager sans avoir peur et admirer. C'est ce que j'ai fait à de nombreuses reprises sous l'eau, observant les Ragged Tooth Sharks, ces requins à la dentition effrayante mais inoffensive, slalomés entre les guirlandes de kelp au large de Port Elizabeth en Afrique du Sud, comme s'ils paradaient entre les piliers d'une immense cathédrale végétale. Ou, par 40 mètres de fond, à Sipadan en Malaisie, une île volcanique au tombant absolument hallucinant, célèbre pour avoir servi de théâtre à la prise d'otages dite de Jolo. J'y ai vu l'une des plus belles choses de ma vie. Dans le bleu, quand on s'éloigne comme ça du récif, dans le bleu, 300 requins marteaux, reconnaissables à cette forme si particulière de hache, un peu barbare. Des requins petits ou grands, adultes ou juvéniles, une immense famille, un clan, qui glissait dans l'onde, en silence, tandis que moi, les yeux grands ouverts derrière mon masque, j'entendais ma respiration ralentir, de plus en plus calme, peu à peu subjugué par le spectacle. Quelques minutes de grâce dans cet univers bleu dont je n'étais plus qu'une parcelle infime, en pleine illumination, devant le Seigneur de l'onde et son peuple pacifique. Résumé Moby Dick, le chef-d'œuvre de Melville, en une phrase. Je sais pas, une chasse à la baleine qui dégénère? C'est un peu court, jeune homme. Je vous donne 2 phrases. Un marin unijambiste traque une baleine albinos. La baleine gagne. On a fait mieux, mais au moins c'est clair. Voulez-vous essayer en plus suggestif, en plus imagé? Essayez une formule, par exemple. 1 tiers d'Iliade, 2 tiers de Bible, servez tragiquement. Vous oubliez les zestes de citron shakespearien, mais c'est pas mal. C'est vrai que ce livre a tout du long drink. Bon, j'arrête avec les bêtises, mais il faut comprendre que je suis un peu intimidé au moment où j'arrive finalement à cette navigation intérieure où j'aimerais partager quelques lectures salées qui continuent à me souffler dans les voiles, à l'idée d'évoquer la première d'entre elles, Moby Dick.
Parce que comme beaucoup, je révère Moby Dick. Je ne trouve pas d'ailleurs que ce soit vraiment un long drink, c'est plutôt une succession de shots d'alcool fort, une rasade à chaque page. Et l'intérêt d'ailleurs n'est pas tellement ce qui s'y passe, donc pourquoi le résumer, mais ce qui s'y dit. Et puis, c'est pas un livre, c'est un monstre, Moby Dick. Racontant la traque d'un monstre par un autre monstre, ça fait beaucoup de monstres. Et puis, parler encore une fois de Moby Dick, c'est vrai qu'on y va à reculons. I prefer not to, comme faisait dire Melville à Bartleby dans un autre de ses livres. Parce que tout le monde a parlé de Moby Dick. Claude Simon, prix Nobel de littérature. Moby Dick est une œuvre où chaque mot, chaque page, semble pousser à la frontière de l'écrit, au bord du silence et de l'inexprimable. Paul Valéry, une quête dont le sens ultime échappe à l'intelligence humaine. D.H. Lawrence, le plus étrange livre et le plus beau de tous les livres jamais écrits. Sartre, Melville avec Moby Dick a sondé les abysses de l'arbre humaine où la quête de l'absolu se confond avec la folie. Et Giono, évidemment, sur le style de Melville dans Moby Dick. La phrase de Melville est à la fois un torrent, une montagne, une mer. Elle emporte, elle noie. Toujours, elle propose une beauté qui échappe à l'analyse, mais frappe avec violence. Nous nous sommes obstinés à essayer d'en reproduire les profondeurs, les gouffres, les abîmes, les sommets, les éboulis, les forêts, les vallons noirs, les précipices. N'en jetez plus. Pour ma part, je n'ai qu'une chose à exprimer sur Moby Dick. Je demande justice pour le capitaine Ahab. Mieux, je demande qu'on l'aime. Car on s'est trompé sur le capitaine Ahab. L'un des héros les plus malmenés de la littérature mondiale, résumé à la figure d'un capitaine fou et mystique animé par la vengeance. Or, les personnages de papier devraient avoir les mêmes droits que leurs homologues de chair et de sang. Et d'abord, une deuxième chance. Il est temps de la donner au capitaine. J'aime Ahab. Je sais pourquoi. Ahab défie Dieu parce qu'Ahab est lui aussi un créateur. C'est même le plus beau portrait qu'on ait jamais fait d'un écrivain. La baleine, c'est son roman. Elle est blanche parce que c'est son roman à lui, qui ne ressemble à aucun autre roman, qui serait écrit par d'autres. Sa baleine laisse derrière lui une sorte de voie lactée, toute pailletée de scintillements d'or. C'est comme la plume qui laisse derrière elle un sillage d'encre. Et puis c'est son encre à lui. À plusieurs endroits du roman, il nous est dit que sa baleine a le don d'ubiquité, qu'elle est ici et là à la fois. En réalité, peut-être nulle part. Ce qui est, tout écrivain le sait, la parfaite description du livre qu'on est en train d'écrire. Il nous obsède, il reste insaisissable tant qu'on ne l'a pas écrit. Et elle est là, l'explication du monstrueux orgueil d'Ahab. C'est l'orgueil de l'écrivain, décidé à ajouter coûte que coûte, malgré la difficulté, les forces qui manquent, les autres qui l'entourent et qu'il ne voit plus, tout entier à sa tâche qu'il est, malgré cette tâche aussi vaine que sublime. Décidé à ajouter, coûte que coûte, un livre à tous ceux qui ont déjà été écrits. Et Ahab écrit bien. L'un des plus beaux passages de Moby Dick est la méditation à laquelle il se livre devant une tête de baleine arrimée au navire, au chapitre 70, le Sphinx. Puissante tête, dis-nous ton secret. Parmi tous les plongeurs, tu plonges le plus profond. Tête sur laquelle le soleil d'en haut brille, maintenant tu as circulé parmi les fondations du monde, où des noms inconnus et des flottes rouillent, où mains espoirs parmi maintes encres pourrissent. Tu es allé là où nulle cloche ni scaphandrier n'est allé. Tu as dormi aux côtés de maints marins dont les mers auraient donné leur vie pour se coucher à ta place.
Tu as vu les amants enlacés, tels qu'ils sautèrent de leur vaisseau incendié. Cœur contre cœur, ils s'enfoncèrent dans les eaux exultantes, fidèles l'un à l'autre quand le ciel même les trahissait. Tu as vu le second assassiné, que les pirates jetèrent du pont à minuit, et qui descendit pendant de longues heures dans la nuit plus noire de l'insatiable gueule des eaux, tandis que les meurtriers continuaient de voguer et que de vifs éclairs détruisaient le vaisseau voisin qui aurait amené un brave marin dans des bras tendus qui se languissaient de lui. Ishmaël note à propos d'Akab: « Et si vous regardiez avec attention son front ridé et bosselé, là aussi vous voyez les empreintes de pas plus étranges encore, les empreintes d'une pensée unique qui ne dormait pas et n'arrêtait pas de marcher. » Mais c'est un écrivain au travail qu'il décrit. Et que dit Stubb, le second lieutenant, en voyant lui aussi Akab tourner en rond sur le pont? « Regardez-le, le poussin qui est en lui tape à la coquille, il va bientôt percer. » Naissance d'un roman. Ce sera un gros poussin, ou plutôt une baleine blanche, c'est-à-dire un monstre, un objet de fiction dont le nom va donner son titre au roman. Moby Dick. Quant au harpon, destiné à faire rougir la peau blanche de la baleine, c'est évidemment la plume dont on griffe le papier. Akab écrit en lettres de sang. La fin du roman est célèbre, tout va très vite. Akab, sur une petite embarcation, lance son harpon et atteint la baleine, mais la ligne, qui file avec une telle rapidité qu'elle semble s'enflammer, se coince au niveau du bateau. Akab se penche, parvient à la dégager, mais se fait happer par la corde, au niveau du cou, et se voit précipité dans la mer, où il disparaît comme elle, relié à jamais à sa baleine. Akab meurt étranglé par une ligne. Belle mort pour un écrivain. Mort d'écrire. Point à la ligne. L'heure est venue pour moi de débarquer. Ce livre devant désormais naviguer seul avec vous à la barre. Mais voilà que depuis l'île où je l'achève, une autre île que celle où je l'ai commencée, méditerranéenne aussi, mais plus verte, couverte de bois et de chevaux, pleine du chant des oiseaux et du bourdonnement des guêpes sur les grenades que le soleil a fait éclater, eh bien, je suis pris d'un regret. Connaissez-vous cette phrase de Nietzsche? Celui qui scrute le fond de l'abysse, l'abysse le scrute à son tour. Cette phrase, un peu biblique, est censée nous dissuader de dévisager ce qu'on ne connaît pas, de peur d'être dévisagé à son tour par cet inconnu, mais à moi c'est l'effet contraire qu'elle fait. J'aimerais beaucoup être scruté par l'abysse. Et pour ce faire, sans doute faut-il que je commence, moi, par scruter l'abysse. Or, dans ce livre, je n'en ai pas tant parlé de l'abysse, ou plutôt des abysses. Cette zone inscrutable de la mer, du grec abyssos, sans fond, située au-delà des 4000 mètres, à moins qu'on ne se base sur la profondeur à laquelle 99% de la lumière solaire a déjà été absorbée, ce qui suffit grandement à faire le noir, soit 150 mètres. Un territoire immense, mystérieux, comme une autre planète qui serait tapie sous les vagues, aussi inconnu que la Lune, puisque seulement 5% des grands fonds ont été explorés et semblables peut-être à ces satellites de Jupiter ou de Saturne que l'homme s'apprête tout juste à visiter. On sait désormais que ces derniers, dits lunes glacées, recèlent des océans, cachés sous d'immenses étendues gelées, où l'on se demande si des formes de vie inconnues les peuplent, à des millions de kilomètres de la Terre. Peut-être. Mais la planète inconnue des abysses, elle est juste sous nos pieds. Elle appartient au même monde que nous.
Elle tourne comme nous autour du soleil, même si jamais le soleil ne s'y aventure. Elle n'est que noire et froid glacial et exerce des pressions colossales sur les êtres qui la peuplent. On y croise, paraît-il, des créatures fascinantes. Les fameux calmars géants qui peuvent atteindre 18 mètres et dont les bras immenses impriment leurs morsures cuisantes sur la peau des cachalots, mais aussi des poulpes translucides aux oreilles d'éléphant ou des méduses raffinées qui semblent sculptées dans du verre de Murano. On y a vu des poissons aux dents comme des dagues, sillonner la nuit sous-marine et qui paraissent s'éclairer d'une lanterne fixée à leur tête, et d'autres êtres encore irradiés de 1000 feux sous l'effet d'une lumière qu'ils fabriquent eux-mêmes, en organisant dans leurs froids organismes la rencontre chimique entre une protéine et une enzyme au nom d'anges déchus, la luciférine et la luciférase. On y a vu une pieuvre, pour se dissimuler à ses agresseurs, troquer l'encre de ses congénères de la surface pour répandre autour d'elle un fluide bioluminescent. Et une cousine des méduses, la gelée de peigne au ventre sanglant, qui a donc inventé ce nom, quel poète, se déplaçait en ondoyant dans une aura couleur grenat, en véritable ballerine des profondeurs. Parfois, ce sont juste de minuscules points luminescents qui clignotent dans les ténèbres comme un crépitement d'étoiles vivantes dans une galaxie lointaine. Combien de ces espèces ont-elles été recensées par des scientifiques ébahis par ces féeries des profondeurs? Quelques milliers, mais il en resterait des millions à découvrir. Animaux énigmatiques, poissons dits ultra noirs, car ils sont capables d'absorber toute la lumière qui les entoure. Libellules à mâchoire, grands vers à tentacules, ils se meuvent dans une topographie dantesque, faite de montagnes, 50 000 dit-on, de lacs, de canyons parsemés de carcasses de baleines et de fumeurs noirs, ces sources hydrothermales crachant depuis le centre de la Terre une eau obscure et brûlante. Dans les abysses, il neige, paraît-il. Et on appelle cette neige la neige marine. C'est une sorte de poudroiement de matière planctonique, des fragments de plantes ou d'animaux défunts réduits à la taille de grains de sable par les flux marins. Et cette neige, elle descend lentement depuis les eaux supérieures vers les profondeurs dans un silence royal. Toutes celles et ceux qui ont assisté à ce spectacle, à l'abri d'un submersible, m'ont raconté, ils ont pleuré de joie. Beauté renversante, porteuse d'espoir, miracle de la vie, encore et toujours. On trouverait même de quoi respirer sur le plancher océanique, un incroyable oxygène noir. Et pourtant, on retrouve déjà du plastique au fond de la fosse des Mariannes, à 11 000 mètres de profondeur. Et pourtant, l'espèce humaine qui racle déjà les fonds de l'océan comme on ratisse à l'aveugle pour s'emparer d'un poisson qui se raréfie, lorgne désormais sur les nodules polymétalliques, des concrétions minérales riches en métaux comme le manganèse, le nickel, le cobalt, qu'elle convoite pour ses batteries de voitures ou ses téléphones. Ça fait cher pour s'envoyer des émojis en plus, mais ça n'empêche pas les compagnies minières de visser les boulons de leurs nouvelles machines en attendant le feu vert des autorités. Une autre conquête est en cours. On parlera avide, aveugle, de manne indispensable, de métaux stratégiques. On dira que c'est sans risque. On satisfera de nouveaux besoins jusqu'au prochain, malgré le fait que de nombreux scientifiques ne cessent d'alerter sur le potentiel médical extraordinaire que recèlent ces territoires encore vierges. Il est étrange de penser que la vie a surgi de la mer et que la mer est désormais menacée par l'une des formes de cette vie.
C'est ce qu'écrivait déjà en 1951 la biologiste marine Rachel Carson. Et pourtant, incroyable régulateur de notre climat, dont dépend 50% de l'oxygène que nous respirons, absorbant 30% de nos émissions de CO2, l'océan mondial a déjà endossé 90% de la chaleur excédentaire générée par les émissions de dioxyde de carbone depuis la révolution industrielle. Or, sa chimie est déréglée. L'océan se réchauffe, s'acidifie, ses habitants étouffent, comme étouffent déjà ceux de la terre ferme. Et si l'océan vient à trop se réchauffer et ses banquises à fondre davantage, alors qu'elle joue le rôle de bouclier face au soleil en reflétant ses rayons, l'océan pourrait être responsable d'une nouvelle augmentation de température au lieu de la réguler. On appelle ça une boucle de rétroaction positive. Et croyez-en les spécialistes, ça n'a rien de positif. C'est même effrayant. Nous dansons sur un volcan et puissions-nous nous en apercevoir avant l'éruption définitive. La mer est notre ligne de vie. Si elle meurt, nous mourrons avec elle. Aussi terminerai-je sur l'un des plus beaux mots de la langue française. Le mot sanctuaire. Un mot qu'il faudrait apprendre à aimer, qu'il faudrait apprendre à dire, qu'il faudrait apprendre à répéter lorsque l'on contemple la mer et même quand on en est loin. Un mot qui invite au silence, à la contemplation, à une humilité émerveillée face à ce que l'on ne comprend pas. Un mot qui invite à l'acceptation aussi que ce qui se joue là-dessous est plus grand que nous. J'aimerais que ces abysses puissent être considérés comme des sanctuaires avant qu'il ne soit trop tard et protégés comme tels. Car j'aime l'idée que la partie du monde la plus profonde, la plus mystérieuse, peut-être la plus surprenante et la plus vitale pour nous, si loin sous les plis des vagues, ne soit accessible qu'à quelques prêtres et prêtresses de l'exploration, respectueux de ces rituels, et qu'ils puissent les apprendre et nous les enseigner avec science, mais aussi conscience, en prenant leur temps, tout leur temps. En attendant leur révélation capitale, avec une patience de requin, je caresse l'idée que ces royaumes profonds ne nous soient accessibles au fond que par l'imagination. Mieux par le rêve. Et je ferme les yeux, la tête pleine des images de ces pyrotechnies subaquatiques. Merci à Mahut qui mérite non pas un tonnerre mais une vague d'applaudissements.
Merci beaucoup.